La paix commence avec moi, avec vous, avec nous tous. Aujourd'hui, des millions de personnes endurent d'immenses souffrances du fait des conflits. Leurs vies sont déchirées par la mort, la destruction et les déplacements. Depuis 75 ans, les soldats de la paix des Nations Unies s'efforcent de sauver et de changer des vies et d'aider les pays à emprunter le chemin difficile qui mène du conflit à la paix et au progrès. La première mission de maintien de la paix des Nations Unies a été déployée en 1948 au Moyen-Orient, où les observateurs militaires de l'Organisation des Nations Unies, chargés de la surveillance de la trêve, continuent de travailler aujourd'hui pour contribuer à la stabilité de la région. Plus de 2 millions de soldats de la paix, originaires de 125 pays, ont participé à 71 opérations, apportant une contribution tangible aux personnes dans le besoin à travers le monde. L'Afrique, les Amériques, l'Asie et le Pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient. Les soldats de la paix sont des gens ordinaires, ils travaillent dans des conditions dangereuses et difficiles pour obtenir des résultats extraordinaires. Au fil des ans, leurs mandats ont permis de prévenir les conflits, protéger les civils, faire progresser les solutions politiques, promouvoir les droits de l'homme, soutenir les processus démocratiques, y compris les élections, renforcer les capacités des institutions de l'État et veiller à ce que les femmes et les jeunes dirigent et participent à la résolution des conflits et au processus de paix. Les conditions dans lesquelles opèrent les soldats de la paix sont plus dangereuses aujourd'hui que jamais. Il est plus difficile de rétablir la paix dans un contexte de tensions politiques mondiales croissantes. Les conflits sont plus complexes et la crise climatique frappe encore plus durement les communautés déchirées par la guerre. Une montée de la désinformation alimente la violence contre les soldats de la paix et nos partenaires. Le drapeau bleu emblématique est désormais la cible d'attaques délibérées. Malgré ces défis, les soldats de la paix persévèrent aux côtés de nombreux partenaires dans la poursuite collective de la paix. Le maintien de la paix des Nations Unies est une entreprise remarquable de multilatéralisme et de solidarité internationale. Mais il ne peut pas répondre à tous les besoins et à toutes les attentes. Aujourd'hui, le maintien de la paix travaille sans relâche à être plus moderne, plus innovant et plus efficace pour réussir face aux nouvelles menaces et aux défis croissants. Depuis 75 ans, le maintien de la paix des Nations Unies sert et soutient des millions de personnes prises dans des conflits catastrophiques. Plus de 4000 soldats de la paix ont perdu la vie en servant sous le drapeau de l'ONU. Leur contribution ainsi que le courage et l'engagement des 87 000 soldats de la paix qui servent aujourd'hui nous inspirent et nous rappellent qu'il faut agir parce que la paix commence avec moi, vous et nous tous. We'll start in about a minute or just as soon as the video is over. On va pouvoir commencer, je pense. Tout le monde est là? Oui, on me fait signe que oui. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Merci donc d'être avec nous pour ce débat intitulé 75 ans de casque bleu, construire des opérations de paix innovantes et efficaces pour l'avenir. Un débat co-organisé avec le Bureau de maintien de la paix de l'ONU. Le tout premier déploiement de casque bleu date de 1948. Le rôle de cette mission était de surveiller l'application de l'armistice entre Israël et ses voisins arabes, Égypte, Liban, Transjordanie et Syrie. Les casques bleus qui portent ce nom en référence à la couleur bleue de leur casque ou de leur béret. On en a un posé sur la table, Satou Koivu se présentera plus tard. Donc c'est cette référence à la couleur bleue de leur casque pour les distinguer des autres forces belligérantes impliquées dans les conflits. Ce ne sont pas des militaires de l'ONU puisque l'ONU ne possède pas d'armée proprement dite. La plupart sont des soldats envoyés par les pays membres des Nations Unies, mais les missions de maintien de la paix comportent aussi des policiers, des experts et des techniciens. Depuis leur création, les forces de maintien de la paix ont été envoyées sur 71 missions différentes. 12 sont actuellement en cours, dont 6 en Afrique. Et on le sait, la mission de la MINUSMA au Mali qui se terminera à la fin de l'année. Vous pouvez normalement les voir sur les cartes, la carte qui se trouve sur les écrans de côté.
Ces missions doivent aujourd'hui faire face à des défis croissants, des conflits complexes, des critiques ou encore une désinformation endémique. Dans un monde de plus en plus fragmenté, comment les moderniser et s'assurer de leur efficacité? Pour en parler, j'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de la paix de l'ONU. Vous occupez ce poste depuis 2017 après 25 années d'expérience politique et diplomatique, notamment dans le domaine des organisations multilatérales et onusiennes. Caroline Ziadé, avec près de 30 ans d'expérience en diplomatie internationale, vous êtes depuis 2022 représentante spéciale et chef de la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, également connue sous le nom de MINUC. Et à ma droite, Satu Koivu, après 35 ans de carrière au sein de la police finlandaise, vous avez rejoint en 2021 la force de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre, où vous êtes chef de la composante police. Et enfin, last but not least, Dr. Liz Howard, professeure de gouvernement et de services extérieurs à la prestigieuse université de Georgetown aux États-Unis, où vous enseignez et menez des recherches sur les questions de guerre et de paix. Vous avez écrit des ouvrages sur les forces de mission de la paix, dont le dernier s'intitule Power in Peacekeeping. Donc encore bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vous propose à tous de commencer par faire un bilan à l'occasion des 75 ans des opérations de maintien de la paix. Ma première question va s'adresser à vous, Monsieur Jean-Pierre Lacroix. Quels sont selon vous les plus grands succès, mais aussi les échecs des missions de maintien de la paix? Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Il y a une liste très longue de pays qui sont passés d'une situation d'instabilité et de conflit à une situation de stabilité, peut-être pas parfaite, avec l'appui, je dis avec l'appui des opérations de maintien de la paix, avec l'appui des casques bleus qui ne sont pas seulement des militaires, il y a des policiers, il y a aussi des civils. La liste est longue, hein. Je cite le Cambodge, le Timor oriental, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Libéria, Mozambique, le Salvador, etc. etc. Je reviendrai sur les raisons pour lesquelles il y a eu ces succès. Mais la raison essentielle, c'est que les efforts de paix, les accords de paix dans ces pays ont été appliqués. Et donc pour nous, Opération Maintien de la Paix, nous avons pu finalement à la fois accompagner ces processus et le soutenir, ensuite partir. Maintenant, les plus grands échecs, je pense que les échecs, c'est quand le mandat, c'est-à-dire les tâches qu'on confie à nos opérations, à nos collègues sur le terrain, sont au-delà de ce qu'ils et elles peuvent faire en réalité. Il y a un décalage entre finalement ce qu'on leur demande et ce qu'il est possible de faire. Voilà, je vais peut-être me limiter là à ce stade, on y reviendra. On en reparlera et on approfondira sur ce sujet-là. Caroline Ziadé, je vais vous poser un peu la même question. Quel est le bilan que vous faites à l'occasion des 75 ans des forces de maintien de la paix? Merci et permettez-moi de commencer par vous remercier de m'avoir invité. J'apprécie énormément la possibilité d'avoir cette conversation avec des jeunes. Je ne peux pas parler des échecs et des leçons et des succès de 75e anniversaire, mais l'année prochaine, on va célébrer à la MINUC le 25e anniversaire. Quels sont les succès? C'est une opération du maintien de la paix qui est déployée à la base d'une résolution du Conseil de sécurité 1244 avec 4 piliers. Donc, le fait que la guerre s'est arrêtée, ça c'est un succès. Le fait que la tuerie s'est arrêtée, ça c'est un succès. Le fait que le retour des déplacés a été facilité, ça c'est un autre succès. Le fait que les partis restent engagés dans un processus politique facilité par l'Union européenne, ça c'est un autre succès. Maintenant, je ne peux pas me permettre de parler d'échecs. Je n'ai pas encore fini ma deuxième année à la mission, mais je peux vous dire de setback, un peu de retrait. Il y a une érosion de la confiance, au niveau de la confiance dans la mission. Donc, le succès de la mission dépend de l'acceptabilité des autorités et du peuple, là où nous sommes déployés.
C'est pour cela la mission va continuer à renforcer les messages ancrés dans la confiance, ancrés dans les dialogues, ancrés sur les priorités des jeunes, renforcer le rôle des jeunes et des femmes, affirmer l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Je vais m'arrêter là. Merci. Oui, on reviendra plus précisément sur les différents éléments que vous avez déjà abordés. Satou Koivu, la force de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre, je vais le préciser, a été créée en 1964 afin de prévenir toute reprise des combats entre les communautés chypriotes grecques et chypriotes turques. En l'absence d'un règlement politique à la question de Chypre, cette mission demeure sur l'île, notamment pour surveiller les lignes de cessez-le-feu et la zone tampon, ainsi que pour entreprendre des activités humanitaires. Et je vais vous laisser nous en parler un peu plus aussi concrètement sur le terrain. Voilà, quelle est la situation. Merci, c'est aussi un plaisir pour moi donc à Chypre, donc les opérations. Notre mandat est très très ancien. Donc l'idée c'était vraiment empêcher la récurrence des combats. Et au niveau policier, la partie principale de ce mandat, c'était véritablement de maintenir le droit, la loi dans la zone tampon. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour essayer de restaurer les choses, d'avoir quelque chose de normal? Comment est-ce qu'on peut avoir des efforts combinés avec les besoins sur les terrains, les besoins des communautés locales? On essaye d'empêcher ou de réduire des tensions, de l'instabilité entre les communautés dans la zone tampon, et aussi de soutenir des relations, des coopérations, une forme de conscience de chaque côté du fossé, du côté de l'île. Mais voilà, il y a effectivement des succès, il y a des problèmes. Ça fait 59 ans qu'on fait du maintien de la paix à Chypre. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de choses qui ont... Voilà, en termes de réussite, il n'y a pas de combats qui ont lieu, donc on a réussi sur ce plan-là. Il y a également des points de passage qui ont été établis dans cette frontière qui était hermétique avant. Donc il y a près de 2 millions de personnes qui vont traverser. Il y a 52 points de passage entre le nord et le sud et le nord. Il y a de plus en plus d'événements communs entre les deux parties de l'île, ce qui peut leur permettre de faire des choses ensemble. Pour les jeunes, pour les femmes, au niveau sportif. Donc des choses qui vont être, sont des réussites. Mais si, à part ça, il y a effectivement un échec, puisque notre présence n'est toujours nécessaire, et ça en soi, c'est un échec. Et Liz Howard, donc ça fait des années que vous suivez les missions de maintien de la paix et vous avez travaillé sur leur évolution. Quel est le bilan que vous faites et si vous pouvez aussi nous parler un peu des réussites et succès à l'occasion des 75 ans? Thank you so much. Je vais m'exprimer en anglais. Je comprends le français, but it's much easier. In English, I do understand. Donc je comprends le français, mais c'est plus facile pour moi de m'exprimer en anglais. Je voulais remercier les gens qui sont ici avec moi aujourd'hui, les autres intervenants et intervenantes. C'est vraiment intéressant de connaître plus en détail le travail des autres. Je veux aussi remercier les organisatrices, les organisateurs et tous ceux qui, en coulisses, ont permis d'avoir un événement qui est absolument extraordinaire. Je vous tire mon chapeau. En termes de succès et de réussite, j'étudie ces enjeux depuis une vingtaine d'années. Et si on regarde toutes les missions multidimensionnelles qui se sont terminées, dans les 2/3 du temps, l'ONU a réussi à accomplir son mandat et à partir
à partir du pays et la guerre ou la guerre civile n'a pas repris. Donc on a donc une réussite de 2 tiers, ce qui est assez extraordinaire pour ce genre d'information. Donc on peut mesurer le succès et l'échec de manière très différente encore, mais il y a environ 16 études en détail qui ont vu que les opérations de maintien de la paix entraînent moins de morts de civils. Donc si on se demande si les opérations de maintien de la paix protègent les civils, les universitaires ne parlent pas forcément gradés des missions de la paix, mais ils regardent juste les chiffres. Et si vous regardez les chiffres, il est clair que quand il y a des casques bleus, il y a moins de morts civiles, il y a moins de morts militaires, il y a moins de violence dans le pays, il y a moins de violence qui se répand au travers des frontières. On voit plus d'institutions démocratiques qui émergent après des guerres civiles. On voit des systèmes judiciaires plus robustes qui émergent. On voit plus de croissance de la société civile que dans des endroits où il n'y a pas de casque bleu. Donc il y a beaucoup de bénéfices de la part, après, une opération de maintien de l'ordre, mais c'est pas quelque chose c'est plus quelque chose que l'on fait. Les décideurs politiques ont décidé que c'est plus ce qu'ils voulaient faire. Donc, il n'y a pas eu de nouvelle mission de maintien de la paix depuis 10 ans. Et je m'arrêterai là. Merci. Alors, on va passer peut-être à les défis à relever aujourd'hui et à l'avenir. Monsieur Lacroix, vous en parliez un petit peu. Comment concilier les mandats définis à New York, au siège de l'ONU, avec la situation à laquelle vos équipes font face sur le terrain? Est-ce qu'il y a un décalage entre les missions, les mandats et les ressources attribuées? Bon, je pense que, avant de parler des défis, mais je vais en parler bien sûr, d'ailleurs les autres membres du panel en ont parlé, il y a aussi des succès au quotidien. Au quotidien, il y a des cessez-le-feu qui sont préservés. Les cessez-le-feu qui sont préservés, ça veut dire que la guerre ne recommence pas. Au sud Liban, à Chypre, dans bien d'autres endroits. Et il y a des centaines de milliers de civils qui sont tous les jours protégés quotidiennement par nos collègues sur le terrain. Maintenant, les défis. Bon, un des défis, justement, c'est qu'on a dans nos grandes missions un mandat spécifique de protéger les civils. Et les attentes de la part de la population notamment, sont beaucoup plus élevées que ce qui est possible de faire en réalité. Pourquoi? Parce que, d'abord, les moyens qui nous sont donnés sont importants mais insuffisants dans des territoires qui sont souvent énormes, sans route, avec des reliefs extrêmement compliqués, des absences de projets, non seulement d'efforts politiques ou d'accords de paix, mais souvent des absences de projets politiques de la part de certains groupes armés qui sont plutôt dans les activités criminelles ou des objectifs terroristes. Maintenant, très rapidement, les défis qui se sont, je dirais, affirmés, c'est que d'abord, je le disais tout à l'heure en ce qui concerne les succès, le succès final, c'est quand une opération se déploie, un accord de paix est mis en œuvre, les parties appliquent cet accord et on peut partir, notre travail a été fait. Ça, c'est le succès total, c'est l'objectif final. Mais pour ça, il faut que les accords de paix avancent. Il faut que les États membres, tous nos États membres des Nations Unies, notamment ceux qui ont de l'influence, soient unis pour pousser les parties à appliquer leurs accords. Aujourd'hui, la communauté internationale, les États sont divisés. Et donc, tous ces accords de paix, tous ces processus de paix n'avancent plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nos opérations qui sont là pour soutenir ces efforts de paix, quel que soit leur mandat, elles restent. Plus elles restent, plus ça devient difficile. En plus, et je vais m'arrêter là, il y a l'évolution des conflits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a donc ces groupes armés, criminels, terroristes, un peu tout. La guerre ne ressemble plus à ce qu'elle était n'hésitent il plus y à a attaquer, 50 ans, 60 ans. Il y a les nouvelles technologies, il y a la désinformation, il y a effectivement les attaques sophistiquées contre nous-mêmes, contre nos collègues, contre les humanitaires, les casques bleus, les policiers civils. Voilà, les défis. Mais je pense qu'il faut rappeler que malgré ces défis, il y a ces succès du quotidien.
Et on aura aussi l'occasion d'en reparler. Caroline Ziadé, peut-être je vais vous demander aussi, vous qui êtes sur le terrain au Kosovo, donc, comment est-ce que vous y prenez pour concilier les mandats définis à New York et vos tâches, vos responsabilités sur le terrain? Et c'est un peu l'idée que vous abordiez. Est-ce que la population locale, en fait, elle s'attend à ce que, quand vous arrivez, vous ameniez la paix avec vous dans votre sac à dos? Comme on dit, bring peace in your backpack? Yes, merci. D'ailleurs, avant le début de ce débat, vous avez observé une vidéo que la paix commence avec moi. Pas moi personnellement, avec chacun de vous. Parce que vous êtes les agents de paix. Je vous parle maintenant comme ça parce que je suis en Normandie. Quand je suis arrivée à la mission au Kosovo, la mission n'est pas dans une position spéciale ou particulière. La mission, après 24 ans, 25 ans, est dans un environnement qui évolue. La nature du conflit a changé. Les personnes qui ont observé l'arrivée de la mission ont changé. Donc, ils étaient des enfants, ils ont grandi. Ils étaient à l'école, ils sont devenus des decision makers. Donc, ce qui nécessite une évolution dans l'analyse et l'administration de la mission. Parce que contrairement à toutes les autres missions, ma mission n'est pas renouvelable annuellement au sein du Conseil de sécurité. Je préside une mission avec un mandat ouvert depuis 1999. Le mandat sur papier est toujours à la base de 4 piliers, mais les réalités au Kosovo ont complètement changé. Donc, nous sommes à l'écoute. La cessation des hostilités et des opérations militaires ont eu lieu. Après notre arrivée, il y a un déploiement des forces de l'OTAN sous la 1244 aussi. Il y a le 3e pilier qui est le OSCE qui doit s'occuper des affaires communautaires au niveau des communautés. Il y a aussi la composante de l'Union européenne qui doit s'occuper du développement économique. Et tous ces piliers ont aussi évolué. Il y a un bureau indépendant de l'Union européenne, il y a un bureau de l'OSCE qui s'occupe du travail de la communauté. Donc, le mandat et les composantes au niveau du mandat ont évolué parce que nous étions à l'écoute des gens. Maintenant, la construction des institutions officielles au Kosovo. La première fois quand je me suis rendue dans le bâtiment gouvernemental, et d'ailleurs, USJ Lacroix, vous étiez là-bas, vous avez écouté la même réaction. Ce même bâtiment fut, dans le passé, le siège de la mission. Donc, le fait que nous sommes dans un autre siège et que le gouvernement est en pleine fonction dans ce même bâtiment, ça c'est un succès. Donc, nous ne sommes plus une administration intérimaire. On a réussi à renforcer les capacités des institutions. Mais, après 25 ans, encore une fois, il y a une continuation dans la perception comme quoi cette mission peut éventuellement, comme toute autre mission, peut représenter un obstacle dans le progrès des aspirations des responsables politiques. D'où la nécessité de maintenir un dialogue continu avec nos interlocuteurs au niveau central et au niveau local. Nous ne sommes pas ni un obstacle pour toute aspiration politique, comme nous ne sommes pas un véhicule pour tout agenda politique qui peut venir de l'extérieur. Nous sommes là comme un agent de paix et on cherche des partenaires. Et les partenaires seront une partie de ma prochaine présentation dans le cadre du renforcement de la confiance au niveau des communautés. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Satou Koivu, vous êtes aussi une femme de terrain. Quelles sont justement les difficultés auxquelles vous faites face par rapport à votre mandat qui est défini de l'autre côté de l'océan? D'abord, je voudrais dire que toutes les forces de maintien de la paix sont des gens ordinaires. Ce sont des civils, ce sont des policiers, ce sont des militaires qui viennent de leur pays.
mais nous servons dans des lieux, dans des arènes extraordinaires. Mais ça veut dire que les outils traditionnels sont souvent remis en cause. Ça veut dire que la gestion, la prévention, les outils de révolution sont aussi remis en cause. On fait face à des inégalités socio-économiques dans les zones où nous sommes déployés. Notre sécurité est aussi remise en cause. Les bâtiments, les biens de l'ONU sont endommagés. Il y a des forces de maintien de la paix qui peuvent être blessées, qui peuvent être tuées parfois. Et même le rôle de l'ONU est remis en cause. Donc ça ne facilite pas notre travail quotidien pour servir dans ce type d'environnement. Mais il y a également une augmentation. Voilà, comme M. Lacroix l'a dit, il y a des attentes croissantes. Au départ, nous, ce qu'on faisait, on faisait du monitoring, on faisait de la surveillance, on avait des jumelles, on essayait de voir ce qui se passait dans la zone tampon à Chypre pour s'assurer que les choses n'escaladent pas. Mais aujourd'hui, il y a des tâches complètement différentes pour nos casques bleus. Comme exemple, je pourrais vous parler. Je pourrais vous dire qu'on travaille très très souvent avec des migrants, des migrants sans papier qui arrivent, qui débarquent à Chypre ou qui essaient de traverser la zone tampon. Et même si mais notre mandat, on n'est pas censé protéger, ces personnes-là dans notre mandat. Mais bien évidemment qu'on ne peut pas leur tourner le dos et qu'on va essayer de résoudre un certain nombre de problèmes de santé, de les protéger, pour réduire au maximum les injustices. Donc ça veut dire que non seulement on doit faire notre travail de base, mais aussi des choses qui apparaissent et auxquelles on doit faire face de manière inopinée. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut avoir de nouveaux types de capacités. Nous devons avoir, par exemple, par rapport au climat, aux actions climatiques, aux activités climatiques, on doit avoir des experts qui comprennent ce type de travaux. Il nous faut des experts, des analystes pour pouvoir faire ce qu'il faut à l'endroit où il le faut. Il faut prendre des décisions par rapport aux données qu'on va recevoir, avoir un certain nombre de caméras pour notre sécurité, plus de caméras de surveillance, des caméras embarquées. Donc, ce genre de compétences sont nécessaires. Je vous remercie. On va parler aussi des moyens supplémentaires. We'll also talk about the means needed or solutions maybe that could be. Mais Satou, je voulais donc résumer. Diriez-vous que vos responsabilités sont plus larges et que vos tâches vont au-delà de maintenir un cessez-le-feu? Les missions ont de plus en plus de responsabilités qui vont bien au-delà du simple maintien d'un cessez-le-feu. Et résumer peut-être pour le public qui comprenne bien comment ça se passe sur le terrain avec des exemples dont vous nous aviez parlé quand on a préparé ce débat. En tant que casque bleu, notre but principal, c'est d'écouter, de soutenir et d'écouter les besoins de la communauté, des communautés locales. Donc c'est un défi, mais j'ai l'impression que même de petits pas dans la bonne direction, permettent d'avancer. Parfois on réussit, parfois on l'est un peu moins, mais je pense notre mandat est très limité. Mais la zone tampon et la vie dans cette zone-là a évolué depuis 60 ans, puisqu'on est là depuis presque 60 ans. Ça veut dire qu'au début, les tâches, c'était s'il y a un incident qui se passe, on va intervenir de façon militaire.
Mais aujourd'hui, les incidents, les choses auxquelles on doit faire face au quotidien, c'est plus des choses civiles ou criminelles peut-être. Le crime organisé profite toujours de zones où il y a des conflits. Et ça leur permet de faire de l'argent. Comme j'ai dit, par exemple, le trafic d'êtres humains, la contrebande de drogue, voilà, ce sont des choses qu'on va rencontrer, qu'on va devoir affronter presque au niveau quotidien. Donc il faut de nouveaux outils pour réagir à ça. Et en tant que chef, ou en tant que gradé, en tant que chef de cette mission, on essaie avec tous les outils dans notre boîte à outils, avec toutes sortes d'expertises, on essaie d'utiliser nos ressources. Voilà, donc qu'on soit policier, qu'on soit civil, qu'on soit militaire, pour essayer de réagir aux besoins sur le terrain. C'est ça qui peut peut-être nous permettre de réussir. Pourquoi est-ce que vous diriez que le mandat est de plus en plus large? Évoluer pour résumer un peu sur ces 75 dernières années? Pourquoi est-ce que les mandats sont plus complexes? Les États membres, voilà, c'est les États membres qui les demandent, donc l'UN doit faire cela. Donc il y a le principe du sapin de Noël, comme on dit. Tout le monde veut mettre quelque chose sous le sapin de Noël, comme une sorte de cadeau au mandat. Et donc ça devient des mandats avec des listes de plus en plus complexes, de plus en plus abondantes. Il y a une chose que je voulais dire, en revenant un peu en arrière, par rapport au succès et aux échecs. Et je ne sais pas si on voulait en parler, mais c'est quelque chose de compliqué à aborder, mais je pense qu'il faut en parler quand on parle d'échecs. C'est la question des abus sexuels et de l'exploitation sexuelle. Quand il y a des troupes étrangères déployées dans une zone de conflit, on voit une augmentation du trafic dont nous parlait la commandante de police. Et c'est vrai aussi pour les casques bleus. Quand il y a des casques bleus, on voit plus d'exploitation d'êtres humains à but sexuel. En termes d'abus sexuels, je suis plutôt impressionné, vu de l'extérieur, de voir comment le secrétariat des Nations Unies a essayé de prendre ce problème de manière très ouverte, de s'y colter véritablement. C'est quelque chose qui est très dur pour les gens qui ont vécu cela, pour les familles. Ça va véritablement à l'encontre de ce qu'est une mission de maintien de la paix. Donc il faut... Nous avons des réactions extrêmement... Je vais justement demander du coup l'opinion de tout le monde parce que vous avez apporté ce sujet. Donc les casques bleus ont aussi été dans l'actualité. Ils ont aussi eu mauvaise presse pour avoir commis des crimes et des abus sexuels. Je sais que vous avez pris des mesures aussi pour adresser ce problème. Quel commentaire vous souhaitez faire? D'abord c'est inacceptable partout, évidemment, mais ça l'est encore moins venant de personnes, qui peuvent être des militaires, des civils ou des policiers, qui sont là pour protéger justement les civils. Alors, c'est une minorité, une petite minorité, mais qui, en se livrant à ça, et d'ailleurs, je le signale, mais pas spécialement plus proportionnellement les militaires que les civils ou que les membres d'ONG ou que le... Mais ce qui nous intéresse, c'est notre problème à nous. Et une minorité qui se livre à ces actes détruit non seulement les victimes, mais détruit aussi tout le travail positif de tous les autres. Alors, je dirais deux choses. D'abord, on fait beaucoup. Merci Elise de le rappeler. On a d'abord pris des mesures, on a renvoyé en masse parfois des contingents entiers, des pays entiers d'ailleurs, parfois qui ne contribuent plus. On a élevé la question au niveau des premiers ministres, des présidents, des chefs d'État, chefs de gouvernement. On a un fonds de soutien aux victimes, on a des personnes qui soutiennent les victimes, on a aussi développé la capacité à la fois d'aller davantage sur le terrain pour mieux connaître les situations, mais aussi de permettre à tout le monde de porter à la connaissance des chefs de mission, même de manière anonyme,
ce qui se passe. On a beaucoup à faire encore. Il y a aussi eu des demandes de juger les responsables. Justement, on a beaucoup à faire et dans plusieurs domaines. Un, connaître mieux ce que nous ne connaissons pas, c'est toujours le problème. Aller vraiment partout. On a des missions parfois qui sont nombreuses et qui sont déployées dans des endroits très reculés. Parfois, c'est que des militaires ou que des... souvent, c'est que des... Enfin, en tout cas, quand c'est que des militaires, il y a un risque accru. Il faut qu'il y ait une diversité de personnel. Ça nous a amené parfois à fermer des implantations, même s'il y avait de la protection des civils dans ces endroits, parce qu'on a jugé que le risque était trop élevé par rapport aux bénéfices. Il y a une responsabilité aussi de la part des États, parce que les États qui fournissent ces troupes, ce sont eux qui sont responsables de porter devant la justice ceux qui ont commis ces actes. Simplement, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils aient les lois, parce que pour condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait une loi pénale, il faut qu'il y ait les législations. Il y a les questions des paternités, parce que malheureusement, il y a aussi des enfants qui sont nés de ces abus sexuels. Et je dirais que c'est là où on est le plus en retard, parce qu'on fait beaucoup de travail auprès des pays dont des ressortissants se sont rendus responsables de ça. Mais il y a encore, je dirais, une minorité de cas qui ont vraiment été traités jusqu'au bout, c'est-à-dire avec des reconnaissances de filiation et donc tout ce qui va avec. Voilà. Donc c'est un travail sans fin et je dirais que c'est peut-être, d'abord, ça peut être ceux qui peuvent vraiment faire tomber non seulement les opérations de maintien de la paix, mais toutes les opérations de terrain des Nations Unies. Numéro 2, c'est vraiment le dossier sur lequel il ne faut jamais se dire « Ok, on a un bon dispositif, il suffit de l'appliquer ». Il faut toujours qu'on soit dans un état de disruption, de disruptif. On voit que vous prenez les mesures pour adresser ces problèmes. Et parallèlement, j'allais dire aussi, au cours de ces dernières années, les casques bleus doivent eux-mêmes faire face à des attaques qui les visent et qui se multiplient. Je vais vous redonner la parole et après on prendra aussi l'avis de tout le monde sur ce sujet. Je rappelle que plus de 4200 casques bleus ont perdu la vie alors qu'ils servaient le drapeau des Nations Unies. Oui, alors quand on travaille pour les Nations Unies, je dirais, même si on n'est pas casque bleu, il y a énormément de travailleurs humanitaires qui sont soit des Nations Unies, personnels des Nations Unies, soit des gens des ONG qui sont tués dans des pays comme le Sud-Soudan, la République centrafricaine, le Congo, le Mali. On a des casques bleus, soldats, des policiers aussi, et des civils. Et ça s'intensifie parce que aujourd'hui, le fait de travailler pour les Nations Unies ou d'avoir un casque bleu ne vous protège plus. Peut-être que c'était le cas il y a 20 ans ou 30 ans, mais les conflits, d'abord, sont exacerbés par les fake news, la désinformation. Donc, c'est une arme, ça tue, ça crée des rumeurs qui sont souvent totalement fausses. Alors, parfois, parce que les frustrations des populations, quand on ne fait pas tout ce qu'elles attendent, peuvent être ensuite, elles sont manipulées par ceux qui ont intérêt au chaos. Tous ces groupes armés qui profitent de l'exploitation des minerais illégaux, des trafics divers. Et ceux qui les soutiennent, les responsables, certains politiques qui les soutiennent, ils ont intérêt au chaos. Donc, les fake news sont des armes. Les technologies, les attaques à l'explosif, peut-être demain les attaques drones. Donc, tout ça, ce sont les défis liés à l'évolution de la nature des conflits. Donc, avec à la fois ces groupes qui ont intérêt au chaos, qui ne veulent pas le retour de la paix, qui n'ont pas de projet politique. Pour eux, ça les arrangerait voilà. Que vos missions quittent leur pays. L'évolution des moyens des conflits. Merci. Satou Koivu, vous voulez peut-être ajouter quelque chose parce que à Chypre notamment, il y a eu des attaques récemment contre des membres des forces de maintien de la paix. Je vais le dire en anglais. Donc, il y a eu des attaques contre des membres des casques bleus en Chypre. Oui, merci. Tous les casques bleus font tout du fond du cœur. Mais malheureusement, il y a eu des tueries. Il y a eu des casques bleus tués par balle.
qui n'ont pas été tués, mais on a tiré sur eux. Il y a eu des situations où le personnel est mis au défi et on a dû reculer. Il y a eu des dégâts causés au matériel de l'ONU. Donc, et en permanence, l'intégrité de cette zone est mise au défi. Donc, je crois que tout le monde qui veut porter le béret bleu arrive avec l'idée qu'ils veulent faire au mieux et il doit être prêt que ce travail comporte un risque. Et bien sûr, la sécurité est la prioritaire. Moi, je suis commandante et quand je suis sur le terrain, la sécurité est toujours la priorité. Et le matériel pour ça et toutes les technologies sont mises à l'œuvre pour nous aider au quotidien. Mais le risque est toujours présent et disons, c'est inhérent à notre travail. Caroline Diadé, est-ce que vos équipes aussi font face à des menaces vis-à-vis de leur sécurité personnelle sur le terrain au Kosovo? Si vous permettez, je vais revenir en 2018. C'était la date de la dernière attaque contre un de mes collègues, suite aux événements et tensions dans le nord du Kosovo. Mais le 29 mai 2023, il y a eu des manifestations devant les municipalités dans le nord du Kosovo où il y a eu durant 2 heures des attaques non contre les peacekeepers, les Blue Helmets, mais contre, rappelez-vous, je vous ai parlé du déploiement de 3700 soldats de l'OTAN. Donc en 2 heures, il y a eu 93 blessés. C'est difficile d'observer une opération du maintien de la paix, attaquer et subir 93 injuries, blessés en 2 heures. Parallèlement, donc ce sont des attaques physiques. Nos bureaux dans les mêmes bâtiments ont été attaqués. Donc les bureaux des Nations Unies ont été attaqués. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Certainement une déclaration condamnant l'usage de force contre les éléments du maintien de la paix. Ils doivent être protégés parce que leur devoir et leur obligation est de protéger et d'assurer la sécurité et la sûreté des civils. Donc, dans ce cas-là, c'était les civils qui attaquaient les force keepers. 2, il faut envoyer toujours des lettres de protestation aux autorités. Parce qu'il y a une responsabilité, il y a quelqu'un qui doit être tenu responsable de ses actions et continuer à avoir des dialogues. Ça rentre dans le cas des attaques physiques, mais la misinformation et désinformation, ce sont des attaques au quotidien contre nous tous. Il y a la mauvaise perception du mandat, la mauvaise compréhension du mandat. Ah, pourquoi vous êtes toujours là? Et ils oublient. La meilleure solution à ces campagnes de mauvaise information, de désinformation, c'est d'avoir des alliés. Les alliés au niveau des communautés, des jeunes, des femmes, des leaders politiques, des leaders religieux, qui, par le biais de leur histoire, sur leur expérience avec les Nations Unies, peuvent changer le discours public. Maintenant, est-ce que nous avons les ressources suffisantes pour contourner ou faire face à des attaques cyber attacks? On n'est pas encore là, mais on est en train d'établir des partenariats avec des compagnies privées pour renforcer nos capacités. Et on reste toujours en étroit contact avec le QG, notre quartier général, pour mettre en œuvre les policies, et ensuite pour revenir vers eux
au cas où nous aurons besoin d'un appui politique au sein non seulement des Nations Unies, mais au niveau des capitales aussi. Je vais m'arrêter là. Merci. Liz Howard, pour résumer sur ce thème-là, quelles sont les raisons que vous-même vous avez identifiées justement pour expliquer ces attaques contre les forces de maintien de la paix? Donc, pourquoi il y a des attaques contre ou sur les casques bleus? Je crois que je répéterai ce qu'ont dit les autres intervenants. J'aimerais parler de la Namibie. C'était la première opération de maintien de la paix multidimensionnelle. Ça, c'était la première opération d'envergure. C'était fin des années 80, début des années 90. Et donc, il y avait 40% de civils et 40% de femmes dans la composition de cette mission. Et le but de cette mission, c'est de changer l'ambiance politique. Donc, parce qu'il y a eu tout dans ce pays, un génocide, il y avait un règne d'apartheid, une guerre régionale, une guerre civile. Et il y a beaucoup de ressources naturelles dans ce pays. Et pour quelqu'un qui travaille en Sciences Po, c'est un pays qui aurait beaucoup de mal à se remettre de tout ça, surtout qu'il y a eu des pays colonisateurs qui avaient régné et c'était difficile de faire de la transition vers la démocratie. Mais c'était une intervention brève qui se focalisait sur l'attitude politique d'écouter les Namibiens, d'aller voir les gens dans les fermes, dans les églises, dans les écoles, écouter ce que les Namibiens voulaient dire et ce que eux ils voulaient des casques bleus pour vraiment comprendre. Et quand c'était à ce niveau, c'est ça qui a vraiment pu changer l'ambiance politique dans ce pays. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, le taux il y a 30 ans d'alphabétisme était à 48%. Il y a 30 ans, maintenant, c'est 84%. Donc, c'était vraiment à proximité, au quotidien, être en contact avec le peuple. Il y a eu des attaques contre les casques bleus, mais c'était plutôt une question de dialogue. Sur un thème que vous avez déjà tous un peu abordé, mais voilà, d'approfondir, parce que c'est aussi un des grands enjeux, un des défis auxquels vous faites face aujourd'hui, ce sont les fake news, la désinformation. De quelle manière elles compromettent vos missions sur le terrain et est-ce que vous avez des moyens d'y remédier? Bon, les fake news, la désinformation, c'est vieux comme le monde. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est complètement différent. Et dans un contexte de conflit où on a à la fois souvent une frustration de la population parce que leur situation ne s'améliore pas, ou en tout cas la situation de tout le monde ne s'améliore pas autant que chacun et chacune pourrait espérer parce qu'il y a une opération de maintien de la paix et que certains par ailleurs donc, ont intérêt à ce que la situation ne s'améliore pas. Ça fait une combinaison très propice pour les fake news. Parfois, il y a d'autres facteurs ou des intervenants extérieurs qui ajoutent encore dans ce mixte toxique. Et c'est souvent délirant, c'est-à-dire qu'on a accusé des peacekeepers au Mali d'avoir fait sauter un pont qu'on était en train de réparer. Alors, c'était tout le contraire. On nous accusait de livrer, très souvent, de livrer des armes, nos peacekeepers livrent des armes aux groupes armés, etc. etc. La réponse. D'abord, changer d'état d'esprit. La communication, plus que jamais, est devenue une arme. Et donc, l'état d'esprit doit devenir proactif, c'est-à-dire c'est la meilleure défense, on l'a dit, c'est l'attaque, c'est être constamment dans une communication proactive sur
ce qu'on fait, la valeur ajoutée, nos réalisations, nos efforts, mieux détecter les signaux faibles parce que les fake news, elles commencent à bas bruit et puis elles se développent et ensuite elles couvrent l'ensemble du spectre. Être aussi mieux intégré, c'est-à-dire avoir dans nos missions, notamment nos grandes missions, on a des gens qui s'occupent de la communication. Il y a des porte-paroles, il y a des équipes communication stratégique. Notre effort tendrait à ce que tous ceux qui font partie de la mission participent, chacun, et les militaires, les civils, les humanitaires, à l'effort de communication et apportent aussi des éléments sur à la fois les risques, mais aussi les histoires positives. Les cas très nombreux tous les jours où des gens ont été protégés, sauvés, etc., etc. Je m'arrête juste 2 mots encore. Ce que ça veut dire, c'est d'abord des outils technologiques différents et aussi la capacité de, finalement, de les utiliser et de changer ou d'adapter finalement la réponse à ces défis. Ça veut dire, une exigence en matière de formation ou de reformation de ceux qui s'occupent de la communication. 2, une exigence de réseau, mettre tout le monde, bien ancrer l'idée que la communication proactive, la lutte contre les fake news, des informations, c'est une priorité. Et numéro 3, des moyens techniques. J'ajoute qu'on a aussi un problème avec les plateformes. Et ça, c'est un problème qui mettent beaucoup de temps à réagir et à retirer les fake news qui ont le temps de circuler sur Facebook. C'est exactement, surtout dans des pays où finalement il y a très peu de. D'abord, parfois Facebook est l'unique source d'information. Et ça, c'est pas au niveau simplement des opérations de maintien de la paix. Les Nations Unies en tant que telles ont un dialogue avec les plateformes pour essayer de les inciter à être quand même plus vigilantes sur les messages qui passent sur les réseaux sociaux. Oui, c'est compliqué. Ce sont des domaines difficiles à réguler. Plusieurs organisations internationales, même l'Union européenne, enfin, beaucoup essaient de réguler tout ça. Caroline Ziadé, peut-être vous avez des exemples concrets justement qui vous sont arrivés où vous avez dû faire face à des fake news concernant votre mission? Oui. Un de ces jours, il y a eu un article dans Geopost accusant un de mes collègues d'être un espion russe. Ça, c'était sur un réseau social. Et on a essayé de prendre contact avec la personne concernée parce qu'avec le background de la guerre en Ukraine, c'est risqué d'être accusé d'être un espion russe. Donc, mais on a toujours trouvé des solutions. Il faut faire des exercices de clarification et rappeler les gens des faits. Quand nous sommes des représentants des Nations Unies, nous ne sommes jamais là-bas, surtout sur le terrain, dans notre capacité nationale. On est un représentant des Nations Unies et par définition, on jouit des immunités et privilèges parce qu'on est tenu par des standards de professionnalisme les plus hauts. Notre accountability est très élevée. Ça, c'est 1. 2, on a lancé avec nos partenaires au niveau de la communauté diplomatique une campagne de clarification. Notre collègue n'est ni espion, ni russe. Et il est là en tant que fonctionnaire des Nations Unies. Et il faut bien rappeler à tout le monde que nous ne sommes là qu'à la base d'un mandat délivré par le Conseil de sécurité. Donc, et ce mandat a été voté par 15 pays en 1999. Et la continuité de la responsabilité de la communauté internationale est très importante. Donc, quand il s'attaque à un de nos collègues, il s'attaque à la mission dans sa totalité, il s'attaque au mandat en tant que tel, et il s'attaque à la décision, à la volonté collective de la communauté internationale de déployer ce mandat. 3, on a, contrairement,
et on a travaillé dans le sens inverse. On a pris contact avec des autres plateformes et réseaux sociaux. On a fait des investissements dans le cadre de nos activités programmatiques dans ce que nous appelons fact-checkers. Donc, on a fait un investissement de $10,000 avec une agence qui a vérifié tous les faits, et c'est cette agence, à travers ses surveys et ses études, qui a démystifié cette campagne de désinformation. Donc oui, on subit, oui, on est des targets faciles, mais nous, on n'est pas seuls. On a des mécanismes de protection au niveau du QG, on a des mécanismes de protection au sein de la mission. Et ce qui est très important, c'est d'établir un safety net au niveau des rapports avec la communauté diplomatique sur le terrain. Merci. Merci. Satou Koivu, est-ce que vous avez, au sein de votre mission, est-ce que vous avez dû faire face à des fake news et comment avez-vous réagi? Oui, bien sûr. On surveille les médias en permanence et il y a de la désinformation en permanence. Et donc, c'est en effet un outil assez efficace, peu importe quelle est la cible. Mais je crois que notre responsabilité est de mener le narratif et de vérifier les faits. Et on doit s'assurer que les gens comprennent ce que font les casques bleus sur le terrain. Bien sûr, il y a des questions délicates, sensibles, et on ne peut pas publier trop d'informations au public, surtout en ce qui concerne les services de police, des opérations de police avec les policiers chypriotes. On va reçu des retours. Les gens vont nous dire, ou les services de police vont nous dire tout de suite pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Donc, si ça peut arriver aussi avec le côté chypriote turc. Les défis de fake news, à mon avis, exigent, disons, un focus sur ce que nous faisons. La performance des casques bleus doit être évaluée en permanence. Les gens doivent être bien formés. Ils doivent savoir ce qu'on attend d'eux et nos actions doivent être transparentes et on doit être redevable devant nos supérieurs pour ce qu'on fait sur le terrain. L'une des solutions justement pour faire face à ces fake news, c'est de gagner la confiance de la population. Vous en avez déjà tous un petit peu parlé, mais je voudrais que vous me disiez quelles sont les mesures concrètes, ce que vous faites sur le terrain pour gagner la confiance des populations locales et des organisations avec lesquelles vous travaillez, ce qu'on appelle le trust building en anglais. Je vais peut-être donner la parole à Caroline en premier, et comme ça on change un peu l'ordre des temps de parole. On va tous. Merci. Pour revenir à la question sur l'évolution du mandat, et comme mon mandat n'a pas évolué, et comme il y a un des défis, c'est l'érosion de la confiance, en 2023, on a commémoré le 5e anniversaire des efforts dans le cadre du trust building. Et pourquoi on a fait ça? Parce que la mission, étant consciente de l'évolution de l'environnement de travail, a décidé d'organiser un Trust Building Forum à Ljubljana, en Slovénie. Nous avons invité 135 personnes dans différentes spécialisations. Ils ont travaillé sur ce qu'ils veulent voir, comment ils vont voir le Kosovo dans 5 ans. Ils sont sortis avec 135 recommandations, à commencer par le multilinguisme, les langages, la communication, la religion, le développement économique,
la communication et le travail, le rôle de la femme et la jeunesse. 5 ans après, on a marqué le 5e anniversaire dans un événement qui a été préparé par eux pour reprendre ou pour retirer les leçons des 5 dernières années et pour commencer tout un processus. On était très chanceux parce que c'était une occasion durant laquelle l'USJ Lacroix nous a visités. Il a vu il a écouté de vive voix, il a observé la contribution des représentants de la société civile. C'était au niveau social, parce que la mission a décidé de se concentrer ou d'adopter une approche centrée sur les peuples, pour eux et avec eux. La culmination de cet événement, c'était l'inauguration d'un centre de dialogue. Dans le langage kosovar, il est appelé Barabar Center, le centre de tout pour tout. Quel était le rôle de la mission? Encore une fois, on était à l'écoute de 2 NGOs, une organisation kosovare albanaise et l'autre, une organisation kosovare serbe. Ils se sont mis d'accord pour lancer ce centre de dialogue. Ils ont senti un besoin pour avoir suffisamment d'espace pour avoir des discussions sérieuses, difficiles, pour trouver des solutions communes. Tout ça, c'est le Confidence Building Measures. Lors de cet événement, le 11 mai, ils ont lancé et annoncé 10 principes de trust building. Et ces 10 principes de trust building, c'était des principes résultant de plusieurs tables rondes au niveau de tout le Kosovo. Pas simplement à Pristina, ni dans le nord, dans tout le Kosovo. Donc, ce sont les Nations Unies at its best. C'était pour eux, par eux et avec eux. Maintenant, pourquoi Pristina et non pas le nord? Et pourquoi le Grand Hôtel? Parce que le Grand Hôtel, parlant de sexual exploitation, le Grand Hôtel, durant la guerre, était lié avec les rapes, les viols, avec tout ce qui a été abus par les militaires. Donc, ces 2 NGOs ont voulu réhabiliter l'hôtel, changer la perception, et tout ça dans le cadre d'une réconciliation avec leur histoire. C'est un effort commun. Donc, on a appuyé cette initiative. Le centre est déjà fully functional, il fonctionne à fond. Le dernier événement était sur une exposition d'imagerie et malgré les difficultés avec le Premier ministre, il est venu pour observer cette exposition. Indirectement, c'était le résultat du travail des Nations Unies à l'écoute des besoins du peuple et en étroite collaboration, et tout ça dans le cadre du Positive Legacy. C'est comme ça que nous regardons nos efforts dans le trust building. On a plusieurs raisons, exemples aussi, mais je vais m'arrêter là. Oui, merci. On va donner la parole à Satou Koivu pour que vous puissiez aussi nous dire quelles sont les actions que vous menez pour gagner la confiance de la population. If you can give us some precise examples of actions that you're leading on the ground to gain trust with the population. Je suis profondément convaincu que ce fait de construire la confiance, c'est quelque chose qui permet d'avoir une meilleure entente et plus de confiance, encore une fois, entre les parties d'un conflit. C'est pour ça que c'est très très important que les casques bleus soutiennent cet aspect-là aussi. Mais dans notre mission, nous avons un certain nombre de comités techniques dans le cadre de cette mission. Par exemple, je dirige le sous-comité sur la criminalité.
Donc on a des rencontres mensuelles avec des experts des deux côtés, des deux parties de l'île, où nous essayons de faire face aux défis qui sont soulevés par la communauté sur l'île, d'avoir des solutions, des réactions par rapport à cela ensemble. Également des commissions techniques sur l'éducation, sur la santé, sur la gestion de crise. Il y a très souvent des incendies de forêt, par exemple, à Chypre. Donc il faut avoir des réactions communes, bien évidemment, quand il y a un incendie. Donc la solution vient véritablement des gens du cru, des communautés locales. C'est pour ça qu'on est là, on essaie de trouver des solutions pour leurs besoins, pour répondre à leurs défis. Et en même temps, on essaye de leur donner, de permettre de trouver eux-mêmes les réponses à leurs propres problèmes, à leurs propres conflits. Jean-Pierre Lacroix, vous qui avez aussi une vision un peu plus large sur l'ensemble de toutes les missions, est-ce que vous avez des exemples de réussite où vous avez réussi à regagner la confiance des populations avec lesquelles vous travaillez, que vous servez, auxquelles vous contribuez à amener oui, en fait, de la paix? Souvent, il y a un décalage entre parfois ce qu'on entend au niveau, disons, des capitales des pays dans lesquels on opère, de la part de certains responsables politiques ou autres, et on va là où vraiment nos collègues sont déployés, on rencontre les populations. Et par exemple, j'étais allé à Aguelok, c'est vraiment au nord du Mali, c'est une zone où il y a beaucoup de groupes armés, et les populations étaient venues en nous disant: si vous partez, on part avec vous. Ça résume bien la situation. Ça résumait quand même pas mal ce qu'elle pensait de... à Gao, toujours au Mali, les représentants de la population, qui parfois d'ailleurs ne se privent pas de nous critiquer, quand nous disaient: mais n'écoutez pas ce qui se dit à Bamako, c'est loin, vous n'êtes pas vraiment présent là-bas. C'est vrai, on n'est pas présent, la mission n'était jamais présente vraiment dans la capitale du Mali. Politiquement, il y avait son QG, mais pas... N'écoutez pas ce qui se dit là-bas, parce que nous, on sait ce que vous faites, vraiment, on vous apprécie, et c'était unanime. Bon. Donc, après, il y a des exemples contraires. Je suis allé assez souvent aussi en l'Est de la République démocratique du Congo. Parfois, j'ai rencontré la population qui était assez critique. Parfois, c'était, par exemple, dans une ville qui s'appelle Beni, c'était critique une année. L'année d'après, c'était moins critique. Vous avez fait des progrès. Bon, vous nous protégez plus. Maintenant, alors, au fond, comment construire la confiance, et surtout, d'abord, il faut vraiment que la présence de nos collègues leur apporte quelque chose. Elle apporte la sécurité, apporte des services de base qui généralement sont inexistants, parce qu'il y a un problème, surtout dans ces grandes missions en Afrique, dont il était question tout à l'heure dans la plénière, c'était que souvent il n'y a pas d'État dans certaines zones, pas du tout d'État, donc il n'y a pas de service, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de police. Donc si on leur apporte un peu de sécurité, même plus qu'un peu, des services, de l'aide humanitaire, si on permet aux acteurs humanitaires de venir, là on construit la confiance. Alors, mais il faut faire plus. Il faut évidemment expliquer pourquoi on est là. Et il faut être sûr qu'on touche toutes les communautés, toute la population dans son ensemble. Et là, je voudrais insister sur le rôle des femmes dans les opérations maintien de la paix. C'était mon prochain sujet, donc c'est bien que vous lancez la prochaine question. D'accord, j'en parlerai plus tard. En tout cas, simplement pour dire que leur présence est essentielle pour plein de raisons. Ce n'est pas la seule, mais pour construire la confiance avec les communautés, les populations, c'est fondamental. Je vais vous laisser garder le micro parce que je voulais justement vous parler de cette question. On va encore aborder 2 thèmes avant de passer aux questions du public. Pourquoi est-ce que le rôle des femmes est fondamental? C'est peut-être naïf, mais en fait, il faut tout le temps rappeler pourquoi les femmes contribuent au processus de paix et au maintien de la paix. Bon, d'abord, pourquoi ne contribueraient-elles pas? Parce que 50, on dit même 52% de la population. Deuxièmement,
on est les Nations Unies et on a une politique en tant que Nations Unies, ça va au-delà du maintien de la paix, qui est une politique de promotion du rôle de ce qu'on appelle la mise en responsabilité, empowerment en anglais, des femmes. Donc on doit évidemment aussi, on a une responsabilité, nous, opération de maintien de la paix, d'y contribuer. Troisièmement, nos opérations, nos missions, elles doivent refléter la réalité des communautés dans lesquelles elles travaillent, avec lesquelles elles travaillent, où il y a forcément 50% à peu près de femmes et d'hommes. Parfois, d'ailleurs, il y a plus de femmes, parce qu'il y a des populations vulnérables qui peuvent être souvent en majorité des femmes, avec des enfants. Alors, maintenant, donc on a cette responsabilité générale, mais j'ajoute que le fait d'avoir plus de femmes dans nos opérations, d'abord, ça améliore considérablement l'atmosphère de travail. On parlait tout à l'heure des abus sexuels et d'une manière plus générale, un staff qui est vraiment divers, y compris notamment au niveau de l'équilibre homme-femme, c'est un environnement de travail qui est beaucoup plus sain et moins propice justement à ces déviances. Deuxièmement, on a donc souvent affaire à des communautés, des populations qui sont vulnérables, déplacées, avec beaucoup de femmes qui, la dernière chose qu'elles veulent voir souvent, c'est plus d'hommes avec des armes, mais même des hommes sans armes d'ailleurs. Et donc, avoir des femmes en uniforme, sans uniforme, des policières. Vous en avez un bon exemple à votre droite. Ça, c'est fondamental et c'est une question d'efficacité aussi, parce qu'à partir du moment où on construit davantage la population, les liens avec la population, non seulement on peut travailler mieux, on peut avoir plus d'informations et on peut donc davantage détecter les menaces qui pèsent sur ces populations. Donc, alors, j'ajoute qu'on veut aussi faire la promotion du fait qu'on accueille des femmes dans tous les métiers. On a des pilotes d'hélicoptères, on a des ingénieurs, des femmes qui conduisent, je sais pas, des bulldozers. Enfin, voilà, on veut aussi montrer que c'est pas juste pour une raison particulière. C'est pour toutes les raisons qui justifient qu'on poursuive justement cette politique de promotion des femmes. Merci. Liz Howard, vous qui travaillez aussi justement depuis des années sur les questions de guerre et de paix, quelle peut être la contribution des femmes? Pourquoi c'est important de les impliquer dans les processus de paix? Oh. I have to speak about statistical. Je dois parler encore une fois d'études statistiques parce que c'est ce que je connais mieux ça que le terrain. Il y a une diversité d'études statistiques qui montrent que quand on inclut des femmes dans les opérations de maintien de la paix, il y a des meilleurs résultats. Il faut noter aussi que plus il y a des femmes dans les opérations de maintien de la paix, le moins il y a d'exploitation sexuelle et d'abus. Ça ne veut pas dire... voilà, on ne peut pas demander aux femmes de résoudre tous les problèmes, mais c'est quelque chose qui est avéré. Il y a également quelque chose qui est avéré. On sait que dans des guerres, la guerre, c'est pas seulement tuer. La violence sexuelle fait partie. C'est une arme de guerre. And it's not only against women. Contre les garçons, contre les filles. Et il y a 3 études. Pas différentes équipes et différents financements, des études en double aveugle. Donc je ne sais pas qui juge l'étude et les gens qui jugent l'étude ne savent pas qui a écrit l'étude. Donc c'est vraiment un examen très, très, très approfondi et qui montre que quand il y a plus de civils dans les casques bleus et quand il y a plus de femmes, eh bien on voit il y a moins d'utilisation des relations sexuelles comme arme de guerre. Donc c'est un résultat important. Il y a 2 membres du Conseil de sécurité qui n'ont pas vraiment envie d'entendre parler de ça. Est-ce que vous pouvez nous en clarifier ça pour l'audience? Mais oui, dites-nous en plus, mais en soyant très brève. Je dirais 2 choses. Quand on parlait des mandats, la Russie et la Chine, en général,
on enlève toutes les choses qui concernent les droits humains et les droits des femmes ou les femmes. Donc une façon de pallier cette situation, c'est de demander à l'Assemblée générale d'avoir des mandats de maintien de la paix. C'est comme ça. Qu'en 1956, les premiers casques bleus ont été déployés. Ce n'était pas une demande du Conseil de sécurité, c'était l'Assemblée générale des Nations unies. Et la plupart des pays du monde voient que le maintien de la paix est quelque chose qui est un outil utile. Ce n'est pas parfait, il y a toujours des problèmes, mais si on enlève la prise de décision du Conseil de sécurité et qu'on la donne à l'Assemblée générale, on aura une meilleure chance d'avoir plus de maintien de la paix et un meilleur maintien de la paix. Carole Ziadé, je vous voyais acquiescer. Peut-être je vais vous demander à toutes les deux brièvement quels sont, d'après votre expérience, quels sont les bénéfices justement d'avoir des femmes intégrées dans les missions de maintien de la paix. Écoutez, je préside une mission où le pourcentage des femmes au niveau des D1 et des D2, directeur première catégorie, directeur deuxième catégorie, on est aux alentours de 75%. Donc, on a dépassé la parité. La parité. Ça, c'est un. 2, au niveau des professionals, P, on est aux alentours de 49% professionnels, P1 jusqu'à P5. Donc, la parité est là au niveau de la structure de la mission. Rappelez-vous, on a parlé des activités programmatiques comme nos outils de travail avec nos communautés sur le terrain. Même au niveau de ces outils de travail, on inclut dans le Memorandum of Understanding, donc le document légal de travail avec ces communautés, la dimension de la gender parity, la représentation des femmes. Il faut s'assurer qu'il y a la composante de la représentation des femmes, la composante des jeunes et surtout la réduction de carbon footprint. Donc, il y a une dimension environnement dans toutes ces activités. Oui, en tant que la première femme SRSG de la mission, c'est un grand honneur, mais avec un grand honneur arrive une grande responsabilité. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra ensemble, je peux partager avec vous des histoires de réussite de la mission au Kosovo. Merci. Merci. Satou Koivu, d'après votre expérience, quels sont les bénéfices qu'apportent les femmes sur le terrain? Comme chef de la composante police dans ces opérations de maintien de la paix, je pense que c'est ma responsabilité de donner le bon ton, entre guillemets, et de montrer un engagement à ces valeurs des Nations Unies sur la diversité, sur l'équilibre des genres, etc. Et je voudrais diviser ça en deux aspects. Le premier, c'est qu'avoir plus de femmes dans le maintien de la paix, il y a une dimension organisationnelle. Et le deuxième, c'est au niveau individuel. Mais sur un point de vue organisationnel, j'ai le sentiment qu'avoir plus de femmes dans les opérations de maintien de la paix, ça apporte à l'organisation une sorte de... Ça a un impact au niveau de la réputation, au niveau de l'organisation, au niveau du fonctionnement, au niveau de la culture de travail pour toute l'équipe. Et au niveau individuel, j'ai 69 policiers et policières qui viennent de 16 pays différents et 40% sont des femmes aujourd'hui. Et ça nous donne une dimension de genre très très importante par rapport à ce qu'on fait sur le terrain. Ça veut dire qu'à la fois en interne, dans la mission, nous sommes des modèles pour notre personnel militaire, y compris pour des gens qui sont dans cette mission de maintien de la paix. C'est la première fois qu'ils sont sous les ordres de femmes au niveau opérationnel, militaire ou policier. Et qu'ils voient qu'ils peuvent avoir des collègues femmes qui s'y connaissent et qui sont compétentes. Au niveau quotidien, nous sommes aussi en lien avec les services de police locaux
À Chypre, ils sont surtout masculins et ils nous voient comme des expertes en termes de maintien de la paix, de la police. Et quand je rencontre les chefs de la police des deux côtés de la frontière, ils me disent « Ah oui, Satou, on sait que vous allez nous demander encore combien de femmes on a dans nos polices et quel rôle on leur donne au quotidien, etc. » Voilà, c'est une plaisanterie entre nous, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir plus de femmes dans les maintiens de la paix, ça nous donne un meilleur accès au comité local, aux femmes, aux enfants, aux petites filles et aux petits garçons, et aux hommes également, de manière à avoir un meilleur contact avec eux pour mieux répondre aux besoins de ces communautés locales. Avant de prendre les questions du public, je voudrais qu'on aborde rapidement un enjeu qui nous concerne tous aussi et qui est devenu primordial aujourd'hui, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Quelles sont les mesures concrètes que vous avez adoptées ? Et je vais vous laisser répondre en premier. On fait un petit tour de table et après on prendra les questions. Bon, d'abord il faut clarifier, évidemment les missions de maintien de la paix ne sont pas équipées, ce n'est pas elles qui peuvent lutter contre le dérèglement climatique, mais il se trouve que le changement climatique a un impact majeur qui exacerbe les conflits, parfois les génère. Alors typiquement, dans beaucoup de pays africains, il y a une raréfaction, il y a moins de ressources en eau, en terre, et il y a une démographie qui, au contraire, augmente. Et ce n'est pas seulement une démographie d'êtres humains. Il y a le nombre d'êtres humains augmente encore énormément dans les pays comme le Mali ou, par exemple, le Sud-Soudan, mais quelque chose qui n'est pas tellement connu aussi, il y a une augmentation exponentielle du nombre d'animaux. Qui, essentiellement des vaches, voilà, qui sont d'énormes troupeaux, et c'est un élevage nomade, transhumant. Alors, il y a toujours eu des conflits entre les éleveurs nomades et puis les agriculteurs, un peu pour simplifier. Des conflits de ressources en eau, par où doivent passer les troupeaux pour ne pas abîmer les cultures, etc. Mais avec cette expansion considérable à la fois du nombre d'hommes et d'animaux et de femmes, et d'animaux, pardon, de femmes, d'hommes, et augmentation du nombre d'animaux, raréfaction des ressources, vous avez des conflits qui sont très forts. Alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple ? C'est un exemple, hein, mais un exemple qu'on voit dans la plupart des conflits dans lesquels on est impliqué en Afrique. On essaye de faire de la déconfliction. C'est-à-dire de faire en sorte qu'avant les périodes où ces mouvements qu'on appelle la transhumance d'animaux se produisent, on travaille avec les communautés d'éleveurs, d'agriculteurs pour faire en sorte que tout soit prévu, que les zones où les animaux passeront, où les points d'eau, tout ça soit délimité, les routes soient bien identifiées pour qu'il y ait des contacts entre les deux communautés pour éviter les conflits. Encore une fois, ce n'est pas la lutte contre le changement climatique, on n'est pas équipé, mais c'est essayer de limiter l'impact sur la conflictualité du changement climatique, qui est un facteur majeur de conflit. Merci. Caroline Diadé, vous aussi, vous avez, je sais, adopté des mesures concrètes pour vous adapter à ce nouveau facteur. Oui, nous sommes toujours inspirés par les directions du QG, mais au niveau de la mission, on a installé des panneaux solaires qui génèrent 27% de la consommation de l'énergie. Donc, on a allégé la pression sur le réseau du Kosovo. Ça, c'est un. Deux, on a réduit à moitié la consommation d'eau et l'usage d'eau au niveau de la mission. Comme j'ai déjà mentionné, le facteur de l'environnement est incorporé dans chaque activité programmatique. On va essayer d'augmenter du 27% à 40% la consommation, la génération de l'énergie via les panneaux solaires. Et de point de vue stratégie, on a adopté une stratégie pour l'environnement au niveau de la mission pour 3 ans. Et je vais m'arrêter là. Oui, je vais passer la parole à Satou Koivu qui
qui mènent aussi des actions concrètes sur le terrain. If you can give us a few examples of what you do on the ground to adjust to climate change. Bien sûr, dans le cadre de cette opération de maintien de la paix, nous nous engageons par rapport à ces actions climatiques, et toutes les opérations de maintien de la paix veulent réduire leur empreinte carbone sur le terrain. Et nous voulons avoir cet héritage positif et d'avoir de l'énergie renouvelable, etc. Mais ce qu'on fait en concret, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. Mais au quotidien, par exemple, on va utiliser des gourdes quand on a chaud. Et ça permet de réduire la pollution de plastique. La mission a également mis en place des panneaux solaires, des véhicules hybrides. Donc on surveille la consommation d'électricité et d'eau de la mission, et sur le terrain, les policiers, par exemple, les policières envoient des messages pour essayer d'avoir un respect, de ne pas avoir de braconnage d'oiseaux, par exemple, ou de braconnage au niveau des animaux, des mammifères, pour essayer de protéger l'environnement. On a un projet par rapport à des bébés chouettes, par exemple, la nidification. Donc c'est un message très très positif. On utilise des boîtes recyclées pour qui leur servent de nid. Et donc c'est un projet qui a tellement de succès que ce projet a été étendu sur toute l'île, en fait, pour les chouettes. Et les paysans sont très contents parce qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser des produits chimiques pour tuer les souris, notamment, qui vont s'attaquer à leur récolte. C'est des chouettes qui s'en chargent. On fait également des choses de sensibilisation dans la communauté. On va nettoyer des plages où pondent les tortues de mer, les tortues marines. Il y a beaucoup de décharges illégales, donc on va essayer de nettoyer ça, d'essayer de réduire ça dans la zone tampon, notamment. Des jerrycans de carburant, Merci, de de nombreuses etc., actions, qui vont être on l'entend, balancées. qui sont positives et qui vont donc bien au-delà du maintien d'un couvre-feu. Il nous reste très peu de temps, donc on va prendre les questions du public. Je crois que monsieur là-bas va donner le micro. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever la main. Est-ce qu'on a des questions? On a été complet sur le sujet? Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être poser... Ah, monsieur, voilà. Oui, bonsoir. Madame Ziadé a évoqué très brièvement les grades, D1, D2, P1, P4, P5. Moi, je sais ce que c'est. Et c'est pour rappeler aussi que ça coûte cher, ces missions. Est-ce que l'ONU a le droit d'employer, sous le label Casque Bleu aussi, des nationaux qui seraient payés selon les barèmes nationaux, disons? Et est-ce que c'est possible, d'une part, et est-ce que ça a été fait parfois, tenté, et avec quelles difficultés? Merci. Oui, merci pour la question. En fait, je gère une mission de 374 personnes, 110 internationaux et 220 nationaux, avec une composante militaire de 10 personnes et une composante policière de 8 personnes, y compris, et en plus 24 UNV, donc des volontaires des Nations Unies. Au niveau des fonctionnaires nationaux, oui, ils sont recrutés selon les barèmes des Nations Unies. La deuxième partie de votre question, est-ce qu'il y a moyen de recruter des nationaux comme internationaux? C'était ça la question? Oui, c'est possible, mais pas au Kosovo. Pas au Kosovo, dans d'autres missions. J'espère que c'était clair. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que... Ah, ouais. Bonjour, tout d'abord, merci pour votre présentation. C'était très intéressant et bravo pour ce que vous faites. Mais j'ai une question, je sais bien que l'ONU ne peut pas être partout,
Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, pour que l'ONU soit en ce moment en Arménie, enfin au Haut-Karabakh, où il n'y a apparemment personne. On a du mal à comprendre. On comprend bien sûr pour le Kosovo, pour Chypre, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne là-bas? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'il y ait des casques bleus représentés au Haut-Karabakh? Bon, merci pour la question, parce que c'est un point important, c'est comment sont créées ces opérations. Elles sont créées par les États membres, et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, 10 membres élus pour des mandats de 2 ans. Donc 15 pays qui créent, en votant un texte, ça s'appelle une résolution, qui définit le mandat de telle ou telle opération. Puis après, chaque année, ou parfois tous les 6 mois, il faut revoter pour étendre le mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que ces États soient d'accord pour créer une mission de maintien à la paix. Maintenant, le Conseil de sécurité, comment ça fonctionne? Pour qu'un texte soit adopté, il faut qu'il y ait 9 votes positifs sur 15 et aucun, je dis bien aucun vote négatif d'un des 5 membres permanents. Ça s'appelle le droit de veto. Ça veut dire que la Russie, les États-Unis, la Chine, mais aussi la France et le Royaume-Uni, par leur seul vote négatif, même s'il y a 14 autres votes positifs, peuvent empêcher l'adoption d'une résolution et donc empêcher, par exemple, la création d'une opération de maintien de la paix. C'est la raison pour laquelle il y a effectivement beaucoup de situations où on pourrait avoir une présence de crise, une situation de crise où on pourrait imaginer une présence sur le terrain des Nations Unies, y compris peut-être sous la forme d'une opération maintien de la paix, mais ça ne se fait pas. Alors j'ajoute que il y a quand même un élément qui est assez fort, même si on ne peut peut-être pas le considérer comme absolu. S'il s'agit par exemple d'un conflit entre 2 pays et que l'un des pays refuse une telle opération, on peut dire en théorie, c'est vrai, le Conseil de sécurité pourrait imposer cette opération, mais après ça ne suffirait pas, parce qu'il faut bien que ensuite les personnels se déploient sur le terrain. Il faut qu'ils aient des visas, ne serait-ce que ça. Il faut qu'ils puissent travailler avec les autorités des pays où ils sont. Donc en réalité, le consentement des États hôtes, ce qu'on appelle le consentement des parties en langage des Nations Unies, est aussi essentiel. C'est une autre condition. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur le plan général. Je pense que ça s'applique aujourd'hui à une situation comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan, il y a bien d'autres situations. Merci. On a une autre question là-bas. Est-ce qu'il y a au niveau des missions des restrictions au niveau du nombre de casques bleus envoyés? Peut-être répondre, Monsieur Lacroix, ou Lise aussi. Is there like a reflection about the number of blue helmets that are being sent on the ground? There are no blue helmets being sent right now. Il n'y a aucun nouveau casque bleu qui sont envoyés aujourd'hui. Mais il y a eu plusieurs conflits en Colombie, au Yémen, au Soudan, en Libye, où il y a 15 ans, il y aurait eu des casques bleus envoyés. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a plus de casques bleus qui sont envoyés. Et on voit le résultat. Mais en termes de nombre, ça dépend de la mission. Mais il y en a 4 très importantes. Il y en avait 4 très importantes. Il n'y en a plus que 3 maintenant très importantes. Le Conseil de sécurité prend la décision sur les effectifs de la mission. Par exemple, nous, il y a certaines limites sur le nombre de militaires qu'on peut avoir. Même chose pour la composante policière. On a le droit d'avoir 69 policiers et policières. Mais c'est décidé comment? Pourquoi
69. ce choix, 69 policiers, on peut se poser la question, comment est-ce que les évaluations sont faites? How do you evaluate how many police officers you need, for example, within the mission? Of course, the basics should be everything should be based. Tout devrait dépendre des besoins sur le terrain, mais c'est souvent des décisions politiques, des décisions consensuelles, et parfois ça ne correspond pas forcément aux exigences sur le terrain, aux nécessités sur le terrain. Mais voilà, mais c'est ça, c'est la règle et des décisions auxquelles on doit obéir. Monsieur Lacroix, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Justement, comment est-ce qu'à New York sont décidés les effectifs qui sont envoyés sur le terrain de chaque mission? Au départ, en général, avant de décider la création d'une opération, le Conseil de sécurité, encore une fois, c'est lui qui décide, nous demande des recommandations. Et donc, on répond, on fait un rapport, en fait, qui essaye d'expliquer ce que pourrait faire cette mission et qu'est-ce qui serait nécessaire. Et ensuite, le Conseil de sécurité décide, en prenant en compte en général ces recommandations, mais aussi d'autres facteurs qui peuvent être soit des facteurs liés aux positions politiques des différents États membres, mais aussi les considérations budgétaires, parce que ces missions... Alors, leur budget total pour toutes les missions, c'est à peu près 6 milliards de dollars par an, cette année, un peu plus de 6 milliards de dollars. Évidemment, c'est beaucoup, c'est un nombre important. On aimerait bien tous avoir 6 milliards de dollars. Bon. Mais ça représente 0,5% des dépenses militaires mondiales annuelles. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix. Ça résume bien la situation aussi. Je vais vérifier si on a une dernière question. Voilà. Bon, on va en prendre encore deux et après, je pense qu'on va nous faire quitter la salle. Donc, on vous écoute, mademoiselle. Bonjour à tous déjà. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors, la question s'adresse peut-être un peu à tout le monde ou je vous demanderai brièvement de répondre. Do you want to start? We'll go through everyone. Before I... What made you want to join the UN peacekeeping? I am by training a career diplomat who was specialized in multilateralism. I didn't do anything except multilateralism in my whole career. So because I come from a post-conflict country, I really had an appreciation for what the UN can do. I'm from Lebanon. So we have one of the oldest UN mission, UNSO, and one of the largest UN mission, UNIFIL. So I know, I had first-hand experience what the UN can do in a post-conflict situation. And I think because I was sitting in the council when the 1701 resolution was adopted regarding the reinforced deployment of UNIFIL, I think it was time for us as Lebanese to give back to the international community. So it's a kind of appreciation for all what the UN did for my country, and it's time for me to give back. And I hope I'm doing a good job. Thank you. Thanks. Liz Howard, maybe why are you so passionate about the UN peacekeeping? Qu'est-ce qui vous passionne? Pourquoi avez-vous choisi comme thème d'étude les missions de la paix, justement? Donc, lorsque j'avais votre âge, quand j'ai eu une présentation de ce que c'était le maintien de la paix, je voulais étudier ce domaine parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que c'était un échec total. Mais lorsque j'ai commencé mes études, j'ai commencé d'un point de vue objectif. Je voyais qu'en fait, ça marchait. Donc, j'ai continué à travailler sur cet outil. C'est le seul outil qui travaille pour résoudre les conflits. Donc, c'est la meilleure façon de tenter de résoudre les conflits. Voilà, de les étudier. Satou, en tant que femme, mère et épouse, et une femme
de carrière. Je travaille avec la police finlandaise depuis 35 ans. Donc, d'où vient cette motivation? C'est la même chose que pour le maintien de la paix à l'ONU. On ne peut pas faire autant seul. C'est ensemble qu'on peut changer la donne. Et ma devise dans ma carrière, ça a été il faut être courageux pour tenter. Il faut avoir la sagesse de continuer à apprendre. Et c'est ça que je vous dis. Notre travail de maintien de la paix à l'ONU, on a besoin de tout le monde. On a besoin des militaires, des civils, des politiques. Et je veux vous encourager, disant qu'il y a beaucoup d'occasions d'emploi pour tout le monde, en fait. Et il faut être courageux. Si vous avez un rêve, je vais juste laisser allez-y Jean-Pierre à Lacroix fond. répondre en quelques mots à cette question et après on va quitter la salle. D'accord. En trois choses d'abord. Bon, le fait que tous les jours, il y ait quand même, encore une fois, des centaines de milliers de civils protégés, des cessez-le-feu qui sont préservés, ça compte. Numéro 2, le fait de travailler dans une ambiance très diverse et très internationale qui est extraordinairement enrichissante et on a vraiment l'impression d'ouvrir les fenêtres sur soi-même et sur les autres. Et troisièmement, ce mélange assez unique de choses très politiques, très politiques, et de choses aussi très concrètes, parce que dans notre travail de tous les jours, tous, on parle à la fois de règlements politiques et de questions très sensibles politiques, et puis on parle parfois d'hélicoptères qui tombent en panne et il faut les réparer, voilà. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous. Je vous invite aussi à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'exposition Inside Out qui célèbre justement toutes ces femmes et ces hommes qui travaillent pour la paix depuis 75 ans. C'est une campagne qui a été créée en collaboration avec l'artiste photographe J.A. et qui invite chacun d'entre vous à rejoindre le mouvement global de la paix. Merci.